Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médiation et régulation négociée par un tiers, une question de principe. Fatih Benmerad. La restauration du lien social et le traitement des différends par un tiers sont constitutifs des sociétés humaines et s'expriment de diverses manières selon les normes et les valeurs qui régissent ces mêmes sociétés. Une mise en perspective historique et anthropologique s'avère fort utile pour celui qui entend mieux comprendre les fondements, les valeurs, les principes et les règles qui sous-tendent les multiples expériences de médiation contemporaines. Les recherches des historiens du droit se révèlent fort instructives, et il est curieux de constater une césure importante entre cette discipline et le monde de la médiation. D'un côté comme de l'autre, ces deux champs semblent s'ignorer, et il suffit de se reporter au contenu de leurs travaux respectifs pour remarquer cette séparation, que rien ne peut pourtant intellectuellement justifier. Bon et dommage que la mise en perspective historique délaisse trop souvent les nouvelles justices de proximité naissantes et qu'elles soient insuffisamment, voire pas du tout, articulées aux problématiques contemporaines auxquelles renvoient ces récentes formes de régulation sociale. De même, on ne peut pas se contenter de rappeler parfois de manière nostalgique, que autrefois, il existait de nombreux tiers qui remplissaient un rôle décisif de régulation sociale, sans s'intéresser plus en détail au contexte et à la nature de leurs fonctions. Il est évident qu'au-delà des frontières disciplinaires, les contributions historiques et les investigations contemporaines des uns et des autres alimenteront sans conteste les analyses et la compréhension du champ de la régulation sociale. C'est dans cette perspective que je tenterai d'inscrire ma contribution. Après avoir qualifié les expériences socio-historiques de régulation négociée par un tiers, RNT, je présenterai plusieurs de ces figures qui ont marqué la période de l'Ancien Régime en insistant sur certaines de leurs particularités. En déplaçant la focale sur les paccheries corses et sur les conciliations traditionnelles de certains pays arabes, je montrerai que les modes de pacification sont le plus souvent intégrés aux coutumes locales. Enfin, je terminerai mon exposé par une discussion concernant les principaux enseignements que l'on peut tirer de ces RNT en les articulant à la problématique de la médiation contemporaine et à ses principes d'intervention. 1. Les RNT au service de l'harmonisation sociale. Si l'on considère la finalité de la médiation, consistant à restaurer l'harmonie sociale sans prendre en compte les points d'appui, principes, qui permettent de parvenir à un consensus entre les parties, on peut dès lors en avoir une définition large et retenir sous l'appellation médiation les expériences historiques et anthropologiques de résolution des conflits ou de restauration des liens sociaux par un tiers. Mais dès qu'on se met à raisonner sur ces expériences en considérant les principes, les moyens et les manières de résoudre les conflits ou de restaurer les liens sociaux, on s'aperçoit que celles-ci renvoient à de multiples pratiques plus ou moins éloignées des définitions contemporaines de la médiation. Les valeurs et les normes sur lesquelles le tiers s'appuie sont alors variées dans la mesure où il peut se servir des impératifs coutumiers, de son sens de l'équité, de sa conception de l'égalité, ou encore de ses croyances religieuses ou personnelles. Il devient donc laborieux de regrouper sous la même bannière médiation ces expériences puisqu'elles renvoient à des pratiques difficilement compatibles sur les plans principiels et définitionnels. La nécessité de la présence d'un ou de plusieurs tiers intervenant dans la prévention et la résolution des conflits est un fait qui a une très longue tradition. Dans un souci de clarification, je propose d'appeler les multiples formes historiques et anthropologiques de régulation, qui la plupart du temps ont un ancrage dans la tradition et dans la coutume, de régulation négociée par un tiers, RNT. Cette expression, simplifiée sous sa forme acronymique, permet de distinguer les figures contemporaines de la médiation, telles que nous les connaissons aujourd'hui, des expériences socio-historiques, inscrites socialement comme une des modalités d'ajustement de la sociabilité ou enracinées plus profondément dans des formes coutumières et traditionnelles d'un vivre ensemble. Il s'avère particulièrement nécessaire de distinguer ces régulateurs historiques et autochtones dans la mesure où la nature de leur légitimité repose non pas sur les principes modernes de la médiation comme la neutralité, l'impartialité, la confidentialité ou l'indépendance, mais sur la sagesse, la filiation ou encore sur l'autorité. De nombreuses périodes historiques et contextes sociaux sont caractérisés par la présence d'instances et d'acteurs chargés de rétablir les liens sociaux au sein de leur communauté d'appartenance.
Les répertorier tous relèverait d'un travail fastidieux et pluridisciplinaire, puisqu'il demanderait forcément que l'on complète la perspective historique par des investigations socio-anthropologiques. Conscient de ces exigences, il ne s'agit ici que d'évoquer, en m'appuyant sur des travaux de chercheurs issus d'horizons divers, 3 exemples de RNT, pour montrer le fort ancrage de ces modes de régulation et de restauration des relations sociales que l'on qualifie parfois d'infrajudiciaires. Ainsi, l'harmonie sociale, qui demeure une finalité commune au RNT et à la médiation telle qu'elle se définit aujourd'hui, est recherchée par les apaiseurs du XVIIe siècle, les Pacheri corses du XVIIIe siècle, ou encore des conciliateurs nord-africains, figures persistantes des cadis arabes, mandatés par leurs concitoyens pour prévenir et résoudre les conflits de voisinage et familiaux. 2. Quelques figures socio-historiques de RNT, des pactes d'amitié aux apaiseurs. Sous l'Ancien Régime, les historiens soulignent que les communautés, surtout en milieu rural, recourent peu à la justice royale, mais traitent leurs différends par de multiples régulations sociales. Il faut dire que la justice royale est assimilée à un pouvoir hégémonique et lointain qui se manifeste par une sévérité démesurée. Garneau, 1996, page 70. Le traitement d'une très grande partie des infractions et des homicides est assuré par les communautés locales et accessoirement par la justice. Benoît Garneau, Ibidem, page 71, montre que c'est la population villageoise qui effectue une sorte de tri entre ce qui reste confiné à l'intérieur de la communauté et ce qui est porté en justice. Ce tri est conditionné par le degré d'intégration du mis en cause à la communauté, marginal, étranger, par la nature du motif du méfait ou du crime qu'il a commis, atteinte à l'honneur familial, viol, et par le danger potentiel qu'il peut faire courir à la communauté, Ibidem, page 71. Les populations villageoises amènent le plus souvent à la justice que les affaires qui ne peuvent être ni étouffées, ni apaisées. Même lorsque les différends font l'objet d'un traitement par les justices seigneuriales ou par la prévôté, c'est-à-dire par le premier degré de la justice royale, les juges recherchent avant tout la réconciliation des parties. L'intérêt d'un tel traitement est double, puisqu'il permet aux justiciables de régler leurs différends de manière rapide et peu coûteuse et aux juges de ne pas voir ces différends leur échapper au profit de la justice royale, Follin 2003 page 26. Qu'ils émanent des communautés villageoises ou de l'institution judiciaire de l'époque, le traitement des conflits et la restauration du lien social favorisent la réconciliation plutôt que la coercition, même si cette réconciliation peut contenir des sanctions matérielles et sociales, amende, stigmatisation, exclusion. En fait, sous cet ancien régime, la société est traversée par de multiples micro-médiations permanentes dans la mesure où les régulations amiables des conflits font partie du paysage de cet univers social et culturel. Au moment des premières divisions religieuses du XVIe siècle, les animosités et les confrontations ont nécessité de nombreuses régulations sociales pour retrouver une certaine unité sociale. C'est ainsi que des pactes d'amitié sont mis en œuvre dans diverses villes françaises, Gall 2006 page 47. Il s'agissait de véritables protocoles de paix et d'apaisement, dans lesquels les références religieuses étaient écartées au profit de la loi et de la réconciliation sociale. Gall indique qu'il n'est pas exclu que ces pactes d'amitié aient eu une influence directe sur l'élaboration de l'édit de Nantes, en raison notamment de la présence de plusieurs acteurs de ces expériences locales de concorde dans la préparation de cet acte législatif. Pour lui, le succès relatif de l'édit de Nantes, qui jette les bases de la laïcité, tient peut-être précisément à la prise en compte par l'État d'une longue expérience de rituels de médiation éprouvés sur le terrain par les habitants des cités. Ibid, page 55. Les instances religieuses comme les consistoires joueront aussi un rôle de première importance dans la restauration des liens sociaux. Christian Gross 2006, qui s'est intéressé à l'histoire de ces consistoires sous l'Ancien Régime, montre que ces instances disciplinaires des églises réformées ont contribué à instaurer, en Suisse romande et en France, des formes de pacification dans les relations sociales. En fait, les régulations de ces consistoires se rapprochent plus de l'arbitrage que de la médiation, puisque les décisions émanent moins des partis que des représentants de cette assemblée. Ces consistoires prononcent des peines qui vont de la pénitence publique à l'excommunication, exclusion de l'Église, mais ils interviennent aussi pour réguler à l'amiable les rapports conjugaux, familiaux et sociaux, Ibidem, page 89.
Assurant donc une double fonction de coercition et de pacification, ces consistoires voulaient freiner les spirales de la vengeance, réduire le niveau de violence et restaurer une forme de concorde sociale. Ibidem, page 90. Le but était de promouvoir des valeurs chrétiennes de pardon et de charité, tout en restaurant les liens sociaux. Au niveau des régulations familiales, il s'agissait le plus souvent d'édicter des impératifs en rapport aux conceptions et préceptes religieux de la famille, attribuant notamment au père la figure de l'autorité. Toute proportion gardée, à l'image de la médiation familiale que nous connaissons aujourd'hui, les consistoires accompagnaient leurs fidèles en traitant les dimensions affectives des conflits familiaux, laissant plutôt le soin à la justice civile de trancher les aspects matériels. Ibidem, page 95. Au-delà des conflits familiaux, ils régulaient des problèmes de voisinage, d'insultes, de violence, mais qui pouvaient aussi faire l'objet d'un autre type de prise en charge non institutionnalisée plus ou moins informelle et qui émanait de l'entourage des parties. Ibidem, page 100. À côté de ces instances, il existait aussi, durant cette période de l'Ancien Régime, de nombreux intermédiaires chargés de restaurer les équilibres nécessaires à l'harmonie sociale. Ainsi, de grands réconciliateurs publics, appelés les apaiseurs, ont été des acteurs centraux dans les régulations des violences dans les villes françaises et de Flandre. Catherine Clément-Denis, 1996 page 260, indique que ces apaiseurs, que l'on pourrait nommer anachroniquement des médiateurs sociaux, ont largement contribué à endiguer les vendettas meurtrières et l'enchaînement des violences dans les villes. Il faut rappeler que les manifestations de violence étaient très courantes durant cette période en raison notamment des conditions difficiles de vie, des comportements frustes et peu policés de nombreux habitants, d'autant que cette rudesse des relations était renforcée par l'exacerbation de sentiments d'honneur, familial, personnel, sujettes à des défiances et des violences réciproques. Le maintien de la paix urbaine se manifestait alors par de multiples régulations se traduisant par des règlements de querelles parfois violents, et par des réparations visant à recouvrer les honneurs bafoués. Ibidem, page 271. Nommés par les échevins ou en même temps qu'eux, les apaiseurs n'étaient pas forcément des hommes de loi et encore moins des juges professionnels, mais des notables jouissant d'une forte légitimité sociale empreinte d'honnêteté et de respectabilité. Ibidem, page 269. Ils pouvaient parfois prononcer des sentences mais leurs activités, comme leur appellation l'indique, concernaient avant tout la réconciliation des individus. Ces apaiseurs qui sont les ancêtres des conciliateurs de justice, 1978, vont progressivement disparaître à la fin du XVIIIe siècle en raison notamment du recours aux juges de paix, 1790, d'une évolution des mœurs caractérisée par une inclination moindre à utiliser les formes extrêmes de violence et d'une spécialisation du traitement judiciaire. Ibidem, page 265. La volonté de déjudiciariser les conflits et de rejeter le recours au procès, en proposant des solutions alternatives enclines à apaiser les tensions, s'est poursuivie au moment de la refonte judiciaire de la Révolution française. Les modes alternatifs, à l'image de la conciliation, de l'arbitrage et de la justice de paix, tout comme la nécessité de rétablir l'harmonie sociale par des citoyens épris de bon sens, ont été les principales motivations qui ont guidé les acteurs de la réforme de 1790, Ferraud 2006, page 112. Le contexte révolutionnaire de la justice est caractérisé par une volonté d'éviction des juristes au profit d'une justice de proximité, rapide et peu coûteuse, fondée sur des accords et des décisions pris en équité et sur le rejet de la référence au texte de loi. En effet, l'esprit de médiation et le rejet de la judiciarisation des auxiliaires de justice, à l'image des avocats, marquaient les conceptions des réformateurs de 1790. La figure du médiateur, qu'elle prenne les traits de l'arbitre, du conciliateur ou du pacificateur, supplante alors celle du juge cantonné dans un rôle de stricte application de la loi. Ibidem, page 113. À l'image de la conception confucéenne, le procès ne doit être que l'ultime recours pour régler un différend. Malgré cette institutionnalisation des procédures alternatives sous la Révolution française, il apparaît que ces dernières connaîtront un échec, en raison notamment de l'inclination des parties à demeurer dans une logique contentieuse du conflit, et de la volonté du pouvoir exécutif, dès la période du Directoire, 1795 à 1799, de rétablir une justice étatique. En fait, ces diverses figures historiques de RNT nous enseignent qu'ils pouvaient aussi assumer une fonction d'arbitre, voire de juge.
Leur rôle leur permettait de concilier les parties, mais aussi parfois de manière conjointe ou séparée de les sanctionner. Cette double fonction devait évidemment déterminer les conditions mêmes des conciliations qu'ils mettaient en œuvre. Une description détaillée de leur travail au quotidien, qui reste à réaliser, nous permettrait de mieux saisir les particularités de ces types de régulation à l'amiable. Il semble que les fonctions conciliatrices de l'ensemble de ces figures historiques, au cours de cette période d'Ancien Régime, ne soient probablement pas séparées d'autres activités de nature plus autoritaire. C'est bien cette double fonction qui a aussi parfois caractérisé le Paceri corse. 3. Une autre figure de RNT, les Paceri corse. L'ouvrage de Jacques Busquet, 1920 sur le droit de la vendetta et les Paci corse, est une thèse précieuse qui mêle perspectives historiques, juridiques et ethnographiques. D'une grande qualité heuristique, Busquet nous apprend que, au cours des siècles passés, les coutumes de vengeance privée, appelées vendetta, ont été des pratiques courantes qui se sont manifestées dans la plupart des pays européens et méditerranéens. Ibidem, page 35. En Corse, la vendetta constitue une satisfaction aux morts et aux vivants et était considérée sur cette île comme la juste compensation pour réparer les offenses faites à l'honneur familial ou clanique. Les raisons de cette vendetta pouvaient naître de violences, de meurtres mais aussi de différends de voisinage, d'injures, d'atteinte à l'intégrité morale des femmes, séduction, regard appuyé, baiser, toucher du visage ou des mains. La vendetta s'étendait à toute la famille et se transmettait de génération en génération, puisque les parents des victimes jusqu'au 3e degré avaient pour obligation morale de se faire justice eux-mêmes. Malheureusement, il n'était pas rare que ces vengeances meurtrières aboutissent à plusieurs dizaines de morts parmi les familles ou les clans qui se livraient combat. C'est dans ce contexte que les Paceri, aussi appelés Parolonti, ont été des faiseurs de paix de premier plan dans l'histoire tourmentée de la Corse, empêtrés par ces règlements belliqueux privés. Même s'il est difficile de dater avec précision les premières périodes de leur présence et les circonstances dans lesquelles ils sont apparus, on retrouve de nombreuses traces historiques de leur existence entre le XVIe et le XXe siècle. Il s'agissait pour ces Paceri d'arrêter l'enchaînement de la violence qui opposait les parties. Remplissant un rôle médiateur, ils étaient avant tout considérés par leurs concitoyens comme des hommes de paix, n'hésitant pas, par obligation morale à mettre en jeu leur propre bien personnel, leur sécurité familiale et leur propre vie. Ils s'appuyaient sur la reconnaissance dont ils jouissaient socialement, pour restaurer la cohésion fragilisée de la communauté, et pour arrêter la spirale de la violence qui se manifestait le plus souvent par la vendetta. Pour être Paceri, il fallait répondre avant tout à des qualités psychologiques et sociales très rigoureuses. Comme le souligne Busquet, Ibidem, page 247, au XVIe et XVIIe siècle, les Paceri devaient être des hommes d'honneur courageux, notables, aisés et qui étaient issus d'une large parentèle. Dans le contexte de l'époque, ces conditions étaient indispensables pour garantir leur impartialité et leur indépendance et pour répondre aux nécessités de leurs fonctions. Par exemple, garant eux et leurs familles de la bonne exécution des accords, ils devaient être prêts à recourir aux moyens de coercition lorsque les parties transgressaient leurs engagements. L'exigence d'appartenir à une large parentèle répondait à la nécessité arithmétique d'être nombreux pour faire respecter même par la force, la paix, lorsque celle-ci était violée. Ces Paceri étaient la plupart du temps désignés par leurs concitoyens et parfois élus par eux. Plus rarement, ils pouvaient aussi assumer les fonctions de arbitrori. Proches de nos arbitres actuels, ils étaient choisis par les parties qui s'en remettaient alors à leurs décisions. En 1730, ils feront l'objet d'une reconnaissance officielle donnant ainsi naissance au statut de Paceri public. Au contraire des Paceri désignés par la communauté, ces Paceri, nommés par le gouverneur, assumeront des fonctions supplémentaires de magistrats, mêlant ainsi des attributions de pacification et de coercition. En raison même de leur double attribution, ces Paceri magistrats sont en leur temps décriés et connaissent peu de succès auprès de leurs concitoyens. Aux yeux de ces derniers, ils n'inspiraient pas confiance et lorsqu'ils tranchaient par jugement les différends, ils ne disposaient pas du pouvoir nécessaire pour exécuter leurs décisions. Ils disparaîtront rapidement du paysage corse dès la fin du XVIIIe siècle, Ibidem, page 261. En 1755, le général Paoli va s'évertuer à supprimer la vendetta en instaurant conjointement des réponses répressives,
tout en développant les actions de pacification. Ibidem, page 292. Ces actions s'incarnent autour de 3 types d'acteurs dont les fonctions parfois se chevauchaient. Les arbitri criminalis sont chargés de rechercher et d'attribuer les contreparties des victimes. Les amichevoli compositori concilient les parties mais avec le pouvoir de les renvoyer devant un juge lorsqu'il aboutit à une non-conciliation. Enfin, les paccheri sont surtout sollicités pour prévenir les inimitiés naissantes. Ibidem, page 292. Après la Révolution française et jusqu'au XXe siècle, Busquet souligne que la survivance de ces coutumes de pacification est encore tellement ancrée dans les mentalités que les autorités publiques représentant le droit officiel se sont plus ou moins pliées aux coutumes locales de prévention et de résolution des conflits. À cette époque, 2 types de paccheri coexistaient. Le premier type regroupe, dans la continuité de ce qui existait déjà précédemment, des citoyens d'esprit particulièrement ouverts et tout à fait libres de purs préjugés. Beaucoup sont des anciens du village. Hommes de peu de science, mais de grande et de bonne volonté, Ibidem, page 414. Quant au second type de paccheri, il s'agit surtout d'anciens hauts fonctionnaires continentaux qui acceptaient ce rôle de pacificateur à titre privé pour œuvrer au mieux-être de la communauté. La très grande majorité de ces paccheri assumaient leurs fonctions non par intérêt, mais par devoir et vocation de bienfaisance, par ce que l'on pourrait qualifier anachroniquement d'esprit civique. Les paccheri pouvaient spontanément faire les démarches auprès des parties, ou être directement sollicités par elles. Ils les aidaient à établir des projets de traité dont ils étaient les garants de leur bonne exécution. Pour ce faire, à l'image des procédures contemporaines de médiation, ils rencontraient à plusieurs reprises les parties de manière séparée, en se portant garant des propos de chacun. Puis ils les réunissaient pour dégager des accords acceptés par tous. Lorsque les parties parvenaient à une entente, les notaires étaient chargés de dresser l'instrumento, c'est-à-dire le document écrit faisant figurer le consentement des parties et celui de leur parentèle. Ibidem, page 201. Les ennemis d'hier scellaient alors leur accord, non pas par le serment de main, mais par le baiser sur la bouche, Boccio in bocca, Ibidem, page 210. C'est surtout durant le XXe siècle que les accords sont entérinés tantôt par les autorités officielles à l'image du procureur, tantôt auprès des personnalités dotées d'une forte légitimité sociale. Même si parfois on peut regretter que Busquet dépeigne une vision parfois bienveillante et trop apologétique de la mission de paccheri, son travail a le mérite de montrer leur rôle pacificateur et leur fonction de restauration sociale dans un contexte délétère de confrontation potentiellement ou effectivement violente. Aujourd'hui, presque un siècle après l'étude de cet auteur, il apparaît que cette figure marquante de pacificateur corse a progressivement disparu, en tout cas sous sa forme historique. On évoque plutôt sa mémoire en regrettant sa disparition. Dans un film documentaire intitulé I Paccheri, 2002, le réalisateur Joseph Cesarini interroge plusieurs anciens qui ont connu ces acteurs traditionnels de la régulation sociale. Le paccheri est décrit par les interviewés comme un type que tout le monde considérait comme juste et loyal. Il était un médiateur qui allait d'une famille à l'autre pour recoller, en quelque sorte, les morceaux. C'était quelqu'un qui était fin et parfois sans instruction. Un villageois corse ajoute plus loin : je me souviens d'un berger qui ne savait ni lire, ni écrire, ni signer son nom, mais il était d'une finesse extrême. Eu égard à l'histoire de ces acteurs de la régulation sociale et à ces derniers témoignages vivants, il serait nécessaire de comprendre sociologiquement pourquoi ces paccheri ont progressivement disparu du paysage corse. Cette disparition progressive de ces RNT, qui sont parfois qualifiés de conciliation traditionnelle, est aussi à déplorer dans le monde arabe où les régulateurs, à forte légitimité sociale et issus de la communauté, se voient supplantés par les représentants de la justice étatique. 4. Le monde arabe et les RNT. En Afrique du Nord et plus généralement dans les pays musulmans, la restauration des liens sociaux était et continue parfois à être assurée par les cadis. Ces acteurs chargés de rétablir l'harmonie sociale s'appuient notamment sur des sources normatives sociales et religieuses pour régler les différends d'ordre civil, mariage, mésentente familiale, divorce, succession, héritage. Ces juges de paix traditionnels s'efforcent de concilier les parties, conformément aux prescriptions religieuses de l'islam, en utilisant notamment leur sens du bon sens et de la modération pour restaurer la paix sociale.
Cette recherche de restauration de la paix sociale n'est pas cependant le monopole des cadis, dans ces sociétés traditionnelles. Elle s'étend à tout musulman qui a l'obligation de faire son possible pour réconcilier ceux des siens qui sont en mauvais termes. Antaki 2006 page 15. Les prescriptions religieuses musulmanes déterminent fortement les comportements quotidiens, puisqu'elles nourrissent les règles de la vie privée et communautaire. L'imbrication du social, du civil et du religieux dans les pays musulmans conduit à considérer ces prescriptions comme des principes fondamentaux qui régissent les rapports sociaux. Ainsi, plusieurs sourates du Coran indiquent et stipulent la nécessité pour chacun des musulmans, qu'ils soient cadis ou non, de concilier les gens et de maintenir la concorde. Au-delà des relations sociales, cette concorde doit aussi être recherchée sur le plan conjugal puisque si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à l'égoïsme. Il est même précisé dans cette sourate 4, verset 35, les moyens que pourrait utiliser le couple. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux. En fait, ces prescriptions coraniques sont diversement insérées dans les lois des pays arabo-musulmans et aussi déclinées de manière plus spontanée et moins formalisée dans les modes collectifs de régulation sociale. En raison de son fondement coranique, l'arbitrage et la conciliation 17 constituent des modes de traitement et de prévention des conflits intégrés par l'ensemble des codes juridiques arabes et faisant l'objet de diverses interprétations au niveau de ses modalités d'application. Aldeb Abou Salier, 1992 page 4. Dans la plupart des codes juridiques arabes, le juge procède préalablement à la conciliation entre les époux. C'est seulement en cas d'échec et lorsque le préjudice n'est pas prouvé qu'il recourt aux conciliateurs arbitres, Égypte, Algérie, Maroc. Seule la législation libyenne inverse cette procédure et prévoit d'abord une conciliation par les conciliateurs. La conciliation par le juge est utilisée uniquement lorsque cette dernière a échoué. Ibidem, page 6. Conformément aux prescriptions coraniques, les conciliateurs arbitres sont choisis dans les deux familles respectives des époux. À défaut, il s'agit des personnes de l'entourage du couple capables de les réconcilier. Lorsqu'ils sont nommés par le tribunal, les conciliateurs arbitres prêtent serment et doivent remplir leur mission avec justice et honnêteté. Leur pouvoir fait l'objet de diverses interprétations dans le droit classique arabe. Certains juristes considèrent que ces acteurs de régulation doivent remplir un rôle de conciliateur en obtenant l'accord des parties, et d'autres au contraire, estiment qu'ils doivent remplir un rôle d'arbitre et avoir un pouvoir de trancher les différends conjugaux sans forcément recueillir l'accord des intéressés. Ibidem, page 8. Selon les pays, les conciliateurs arbitres remettent un rapport motivé quelle que soit l'issue de la conciliation, Égypte, seulement en cas d'échec, Maroc, ou ne sont pas tenus de révéler les raisons du résultat de cette même conciliation, Syrie, Ibidem, page 9. À côté de ces conciliations étatiques, existent de nombreuses conciliations qui émanent d'initiatives privées prises par les familles des conjoints pour rétablir l'union dans le couple. Ces conciliations sont multiples et ne concernent pas seulement le champ de la famille, mais tous les domaines du droit civil et du droit pénal à l'exception de certains faits déterminés par les prescriptions coraniques. Vol, adultère, apostasie, brigandage et consommation d'alcool. Ces prescriptions religieuses favorisant la conciliation se déclinent plus ou moins quotidiennement dans les relations sociales et se manifestent par des régulations assurées par un ou plusieurs tiers, jouissant d'une forte légitimité sociale auprès de la communauté. Particulièrement en Afrique du Nord, il est encore courant que ce tiers, digne de confiance aux yeux de ses concitoyens, joue un rôle dans la résolution des conflits de voisinage ou familiaux grâce à sa réputation de piété, de droiture et d'intégrité. Outre sa fonction de restauration du lien social, il partage avec le médiateur sa volonté d'être un tiers neutre qui tente de responsabiliser les parties en respectant leur libre adhésion et la confidentialité des propos. En effet, généralement il ne révèle pas la teneur du débat qui oppose les parties, ne serait-ce que pour garder et renforcer sa réputation de loyauté. Ragot, indiscrétion et colportage contribueraient à le placer au même niveau que ses concitoyens, alors qu'il s'en distingue par sa retenue, sa discrétion et par une forme de sagesse qui lui est socialement attribuée.
Il invoquera aussi l'intérêt, à l'instar du médiateur moderne, de maintenir une certaine paix sociale ou pour parler autrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.